contre la corruption, élections, révision des contrats miniers, mais surtout, Est de la RDC. Où se situent les États-Unis d'Amérique ? Édition spéciale, ce jeudi 23 mars après le journal de 19h, avec pour sa première sortie médiatique, Madame Lucie Tamlin, nouvelle ambassadeur des États-Unis en RDC. Rediffusion jeudi minuit, vendredi 24 mars après le journal de 7h. Madame Lucie Tamlin, bonjour. Bonjour Christiane. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Merci pour l'invitation. Vous êtes le nouvel ambassadeur des États-Unis, oui, ici en République démocratique du Congo. Alors très rapidement, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps, comment est-ce que vous évaluez les relations diplomatiques 63 ans après? Les États-Unis ont été le premier pays à nouer ses relations avec Kinshasa. C'est ça. En fait, les États-Unis sont fiers de leurs relations profondes et de longue date avec la RDC. Nous soutenons une RDC forte, stable et pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Au cours des 63 années depuis l'indépendance, ce qui perdure, c'est le désir sincère de la part des États-Unis d'aider la RDC à répondre à ses besoins fondamentaux de développement et d'aider le peuple congolais à réaliser son plein potentiel. Les conflits des dernières décennies, les fléaux de VIH-Sida, l'impact dévastateur de l'Ebola ont exigé une plus forte concentration humanitaire et sanitaire, ce que nous avons fait. Actuellement, les relations sont plus fortes que jamais. Nous travaillons en collaboration avec la RDC pour faire avancer nos priorités mutuelles, notamment la lutte contre la crise climatique, la réponse aux crises sécuritaires et humanitaires, la promotion du respect de la démocratie et des droits de l'homme et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels nécessaires à la transition mondiale vers des formes d'énergie plus propres. Ça, c'est sur... là, on est très en théorie. Ça, c'est sur le papier. Comment est-ce que vous aidez la RDC à son développement? Comment est-ce que vous faites en sorte que la RDC soit plus forte que jamais? En avril 2019, les États-Unis signent avec le nouveau président de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi, un partenariat étendu. Amélioration du respect des droits humains, fin de l'impunité, capacité d'attirer le commerce et les investissements. Le secrétaire Blinken était même à Kinshasa au mois d'août. Les engagements renouvelés du gouvernement congolais à réaliser des réformes promises depuis longtemps et à éradiquer la corruption omniprésente sont présents. Ça, c'est ce qu'il a dit. De ce partenariat, vous êtes aussi satisfait? Alors, merci pour cette question. Je vais entrer dans les détails. Le partenariat privilégié est plus fort que jamais. Et nous avons de bons résultats à partager avec vous. D'abord, par exemple, les droits de l'homme. L'amélioration des droits de l'homme faisait partie des engagements pris par la RDC lors du sommet pour la démocratie. Et notamment, en décembre de l'année dernière, la loi pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes qui criminalise toutes les formes de traite a été adoptée. Donc, vraiment un bon accomplissement. De plus, en février 2023, 7 mois après l'adoption d'une législation visant à promouvoir et à protéger les droits des peuples autochtones, le gouvernement a organisé une cérémonie pour marquer l'entrée en vigueur de la loi ainsi qu'une feuille de route pour la mise en œuvre de la loi. Les États-Unis ont été un partenaire solide et constant en matière de droits de l'homme. Sachez que nous discutons fréquemment des défis liés à la liberté d'expression, à la traite des personnes et aux allégations d'abus des forces de sécurité avec nos partenaires congolais. Le deuxième point dans notre partenariat, c'était sur la question d'investissement américain. Par rapport à cette volet, nous continuons d'encourager les entreprises américaines à examiner les opportunités ici et nous constatons certainement une augmentation d'intérêt. Uniquement d'intérêt. Sur le fait, sur le terrain, on ne voit pas plus d'entreprises américaines investir en RDC? Voilà, les auditeurs doivent savoir qu'il existe déjà des entreprises américaines qui sont présentes
et qui sont dans les secteurs de produits de base, dans le franchissage et dans les télécommunications. Et ces entreprises créent des emplois et de la valeur pour l'économie congolaise. On va continuer d'essayer d'attirer l'attention des autres sociétés américaines. Votre prédécesseur disait que les entreprises américaines ne pouvaient pas investir en RDC à cause de la corruption. La corruption n'est plus un problème. Aujourd'hui, ça va mieux avec la corruption. Les entreprises américaines sont les bienvenues. Vous les y aidez plus que de les intéresser? Alors, laissez-moi parler juste un instant sur le climat d'affaires, parce que la question d'investissement, c'est pas juste la question de corruption, c'est aussi le climat d'affaires. Donc, nous surveillons le climat d'affaires et nous alertons le gouvernement sur les réformes et les améliorations qui, selon nous, feront de la RDC un endroit plus attrayant pour faire des affaires pour les investisseurs étrangers responsables. Et nous continuerons à souligner l'importance de la lutte contre la corruption que vous avez évoquée, du respect de l'état de droit, de la sécurité judiciaire et de structures fiscales transparentes. Juste sur la question de corruption, si vous me permettez, la lutte contre la corruption exige la volonté politique, de la patience et une justice impartiale et compétente. Et lorsque je parle aux Congolais, ils soulignent la nécessité de mettre fin à l'impunité et de veiller à ce que les auteurs d'actes de corruption soient tenus pour responsables, en particulier parmi les responsables gouvernementaux. Ils constatent chaque jour comment la corruption détourne de précieuses ressources qui devraient être consacrées à l'éducation, aux soins de santé, à l'infrastructure. Et je crois qu'ils ont raison d'exiger que davantage soit fait et qu'ils ont le droit de faire ces demandes sans crainte de menaces ou de représailles. Dans ce partenariat étendu, il y avait aussi la fin de l'impunité. Les États-Unis ne voulaient pas plus s'investir, notamment dans l'armée congolaise, la FARDC, parce que certains généraux étaient blacklistés par elle. Aujourd'hui, ça va mieux aussi? Écoute, par rapport à notre assistance militaire, nous continuons à chercher les moyens d'aider dans le sens de la professionnalisation, les échanges militaires, l'assistance pour la justice militaire, et aussi pour le génie militaire. Donc, évidemment, comme vous avez si bien évoqué, il y a des problèmes au plus haut niveau et notre loi nous interdit d'avoir une assistance peut-être à l'auteur des attentes des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut que le Congolais, qui le Congo doit mettre de côté? Alors, je pense qu'il y a de bons signes par rapport à les activités pour la réforme de l'armée. Donc, il y avait un programme de programmation militaire qui a été adopté et nous attendons avec impatience beaucoup plus d'informations par rapport à la réforme de la secteur sécuritaire pour voir qu'est-ce qui va se passer avec les réformes, avec l'assainissement dans le système de ressources humaines, la logistique et toute la chaîne de commande. C'est tout le système qui doit être changé ou c'est des individus qui doivent être, au regard de la loi que vous ne pouvez pas bafouer, la loi américaine, ou c'est des individus qui doivent être écartés? Alors, ce que nous faisons clair, c'est le fait que si les individus sont toujours dans leur position, c'est impossible pour nous d'avoir l'assistance voulue. Ce n'est pas à nous de dire, bon, il faut faire ça, il faut écarter ces généraux. Non, c'est juste éclairer quelles sont les normes américaines pour l'assistance militaire. Donc, je pense que c'est pas moi, mais ce sont toutes les plus hautes autorités congolaises qui ont dit bel et bien qu'il faut avoir une réforme du militaire et qui sont en train de poursuivre cette réforme, ce que nous saluons, et nous voulons être un partenaire engagé pour la réforme de l'armée. Oui, mais même si vous n'avez pas à dire si le gouvernement congolais n'a pas jugé ces militaires sont innocents, mais vous avez peut-être des informations qui vous empêchent de travailler avec l'armée congolaise. Est-ce que vous avez donné au gouvernement congolais les griefs que vous avez contre certains des officiers? Alors, si vous voyez dans le site de Treasury Department où se trouvent les sanctions, donc vous allez voir là-bas toute l'information que nous avons donnée au gouvernement.
Préservation de l'environnement, c'est aussi dans le partenariat étendu. Oui, Alors la préservation de l'environnement, c'est le Congo pays solution, Congo pays poumon, mais Congo qui pour vivre doit exploiter ses richesses naturelles. Or, la communauté internationale qui continue à exploiter les siennes, on continue d'abattre les forêts aux États-Unis, demande au Congo de ne pas le faire et ne lui donne pas de rétribution en contrepartie. En quoi est-ce que vous aidez ce Congo si vous ne faites pas avec lui ou si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin? D'abord, je voudrais saluer l'engagement du chef de l'État à protéger la forêt du bassin du Congo. La perte des forêts et des tourbiers du bassin, qui est le 2e poumon du monde, aurait des conséquences dévastatrices et irréversibles pour les communautés locales et pour le monde. Donc, les États-Unis estiment que la RDC peut conduire le monde vers un avenir plus vert grâce à sa gestion du bassin du Congo, tout en générant la croissance économique et des emplois pour le peuple congolais. En quoi faisant? Comment générer des emplois sans exploiter cette forêt? Et nous sommes particulièrement intéressés à soutenir le gouvernement alors qu'il cherche à tirer avantage, par exemple, des crédits de carbone. Nous pensons que le développement économique, la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie sont absolument compatibles avec la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. C'est pourquoi nous travaillons avec les autorités congolaises et les communautés locales pour les aider à devenir les gardiens de ces biens, mais aussi à en tirer profit. Renforcement des institutions démocratiques, bientôt les élections. Oui. Les États-Unis ont annoncé 28 millions. Le Congo parle d'un budget d'1 milliard pour organiser ces élections. Est-ce que d'abord, j'ai posé cette question à la ministre belge des Affaires étrangères, qui était notre invitée. Est-ce que d'abord, vous pouvez, au regard des contacts que vous avez eus avec vos interlocuteurs congolais, dire que selon les États-Unis, il y a de bonnes chances que les élections se tiennent dans le délai? Oui, je le pense. Nous pensons que les élections transparentes organisées dans les délais qui sont vraiment faisibles et nous saluons l'engagement déclaré du gouvernement en faveur des élections qui respectent le calendrier annoncé. Donc, c'est pourquoi nous apportons notre assistance et notre soutien technique tant à la CENI, tant aux organisations de la société civile qui surveillent la mise en œuvre du processus électoral. Et de toute évidence, la consolidation des processus démocratiques de la RDC et le renforcement de ces institutions démocratiques sont essentiels pour un avenir plus sûr et plus prospère. Les citoyens doivent avoir le droit de voter pour les dirigeants de leur choix et d'avoir leur mot à dire dans leur système de gouvernance. Et si les élections n'avaient pas lieu dans les délais? Bon, ça, c'est une question hypothétique. Mais je pense que jusqu'à ce stade, nous comptons sur le gouvernement et ce que le gouvernement a dit, ce que le CENI a dit, c'est que c'est faisible. Sauf si la guerre continue à l'Est. Et si les élections, pour cette raison, ne s'organisaient pas, quelle serait la réaction des États-Unis? Alors, nous comptons sur la sagesse des institutions tout en faisant les consultations nécessaires avec toutes les parties prenantes, avec les partis politiques, avec la société civile, avec la Cour constitutionnelle. Le plus important, c'est qu'il y a un consensus de société par rapport au calendrier électoral et que ça soit conformément avec la Constitution. Des élections sans le Nord Kivu seraient acceptables selon vous? Bon, c'est pas pour nous à dire. Vraiment, c'est pour le peuple congolais, c'est pour les institutions congolaises à dire. Nous suivons de très très près toutes les préparations et nous espérons que la majorité de Congolais qui sont éligibles puissent vraiment s'enrôler massivement et avoir l'opportunité de voter. Excusez-moi de réagir là-dessus, mais vous dites la majorité des Congolais éligibles. On sait que dans le climat congolais, il y en a qui pourraient se retrouver exclus du fait de certaines conditions légales.
quelle serait votre position? Vous feriez en sorte qu'on les admette malgré tout ou vous aussi, vous plierez à ce que la loi congolaise stipule? Alors, nous pensons qu'il y a beaucoup d'institutions qui font la surveillance des élections, des préparations pour les élections, et nous comptons sur eux vraiment de signaler pour le gouvernement, pour les institutions, où se trouvent les problèmes de ce genre et aussi accompagner la résolution de ces problèmes. Alors, tout enrôlement, il y a toujours des problèmes. Je peux vous imaginer dans un pays tellement vaste avec les infrastructures qui existent ici, qu'il y a beaucoup de défis, mais nous comptons sur les institutions, mais aussi les systèmes de surveillance de la société civile pour attirer l'attention sur les problèmes qui existent et essayer de travailler avec les autorités pour les résoudre. Les États-Unis soutiennent la décision du gouvernement de la RDC de revoir les contrats miniers et d'accroître la responsabilité dans ce secteur. C'était une des déclarations du State Department avant l'arrivée du secrétaire d'État Anthony Blinken. Qu'en attendent de la RDC les États-Unis quand on voit notamment le cas TFM, Tenke Fungurume Mining, hier propriétaire d'une société américaine, aujourd'hui propriétaire d'une société chinoise? Alors, nous soutenons les efforts de la RDC visant à réduire la corruption et à veiller à ce que les ressources minières profitent aux Congolais, en renforçant les capacités locales, en créant des emplois locaux et en garantissant un développement économique durable et inclusif. Et la RDC, comme tous les gouvernements dans le monde, est souveraine et le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que les termes de ses engagements commerciaux avec n'importe quel pays soient bons pour les pays et pour le peuple congolais. Donc, comme l'a dit le secrétaire d'État Blinken, nous ne voulons pas limiter les partenariats africains avec d'autres pays. Nous cherchons à offrir un choix aux pays africains en démontrant les avantages de nos modèles de gouvernance et de partenariat économique. Et un secteur minier ouvert et compétitif présente d'énormes avantages pour le peuple congolais. Et le président Macron de France disait récemment l'Occident constate qu'elle perd du terrain parce que peut-être d'autres pays émergents sont plus compétitifs. Les États-Unis ne voient pas d'un mauvais œil, notamment la prépondérance, quand on sait sur le marché international les défis ou les conflits qu'il y a avec la Chine, ne voient pas d'un mauvais œil la prépondérance chinoise. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut avoir une chaîne d'approvisionnement diversifiée, une chaîne d'approvisionnement responsable et aussi une chaîne d'approvisionnement qui est fiable pour les marchés du monde. On le voit notamment dans le Sahel, d'où vient séjourner le secrétaire d'État américain. Excuse-moi de parler encore d'Anthony Blinken. Votre pays va sur le volet économique désormais. On parle moins de coopération, on parle plus de business, car on ne peut pas parler de lutte contre le terrorisme et de l'insécurité sans parler de développement. Propos du secrétaire d'État. Pensez-vous rattraper en RDC ceux qui y sont déjà, Russie, Chine? Comment? Pensez-vous être en mesure de combler le retard que les États-Unis ont dans le secteur économique, en termes d'investissement, sur des pays comme la Russie et la Chine? Bon, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup d'intérêt américain par rapport au marché dans la RDC. Nous essayons d'attirer leur attention et aussi de leur donner l'information qu'il faut avant de faire des investissements. Je pense que dans l'avenir, j'espère voir des investissements américains, le commerce américain, une bonne présence américaine ici pour avoir un secteur économique diversifié, que je pense que c'est dans les intérêts de tout le monde. Mais ça dépend du secteur privé. Moi, je ne dirige pas le secteur privé. Le secteur privé aux États-Unis est libre. Parlons de promotion de la paix. On est toujours dans le partenariat étendu. Promotion de la paix dans l'Est de la RDC. Quid de la MONUSCO? l'USA est le premier contributeur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de dépenser l'argent pour rien? Voilà, vous savez, nous sommes le plus grand contributeur bailleur de la MONUSCO.
Et nous sommes déterminés à garantir que la MINUSCA dispose des ressources dont elle a besoin pour la protection des civils, qui est le mandat le plus important. Et aussi de continuer à aider le gouvernement. En ce moment, la MINUSCA aide le gouvernement avec les préparatoires pour les élections, par exemple. Il aide avec la chaîne logistique. Donc, mais vous savez aussi que la mission évolue vers une transition progressive, responsable et basée sur les conditions sur le terrain, quelque chose que nous soutenons aussi. Mais c'est aux bases d'un plan de transition conjoint accordé entre le gouvernement et l'ONU. L'ONU qui est arrivée ici au moment où le pays est en guerre. Le pays est toujours en guerre. Que ce soit les Nations Unies, créées pour éviter les guerres en 1945, les États-Unis, qui ont condamné, vous êtes parmi les premiers, et les Congolais vous en sont gré, l'Union européenne, tout le monde se convient de dire que c'est d'abord à la RDC à régler ses problèmes. Les autres ne peuvent venir que pour la soutenir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais face au diable du Rwanda, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au pays, couvert ou soutenu, la RDC pourrait, selon vous, pourrait-elle faire appel à un autre diable pour construire sa paix? Vous parlez de qui? L'armée américaine ne pouvant pas intervenir, les Français disant qu'ils attendent, l'Union européenne sont dans l'expectative, les Britanniques n'ont même pas réagi. Si le Congo faisait appel, on parle beaucoup de Wagner, on parle beaucoup peut-être de mercenariat, ou en tout cas de forces autres que EAC, qui aujourd'hui se disent à la stabilisation et non pas au conflit, comment est-ce que les États-Unis prendraient le fait que le Congo prenne ses responsabilités parce que son armée aujourd'hui n'est peut-être pas en mesure de le faire? Bon, tout d'abord, comme vous avez évoqué, il faut travailler sur la question de l'armée. Chaque pays doit avoir une armée qui est à l'auteur de la tâche pour défendre le territoire national. Et donc, je pense que ça, c'est la toute première tâche pour le gouvernement de la RDC. Mais quand on parle de le conflit dans l'Est, je pense que pensez à l'escalade, pensez à les solutions armées, les solutions kinétiques. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de la RDC ni des autres pays de la région d'avoir une escalade de ce conflit. Donc, je pense que les réponses à la question quoi faire vraiment face à cette situation difficile, c'est de vraiment se maintenir la voie de la diplomatie, des négociations, de respecter les accords qui ont été bénis par les plus hautes autorités africaines, respecter les accords de cessez-le-feu, de retirer les forces, la retraite des forces, et continuer à soutenir ces solutions africaines pour une situation africaine. Des solutions qui, à ce jour, n'ont rien donné. Bon, c'est ça la diplomatie. Nous travaillons avec les problèmes difficiles. On va continuer. La plus haute diplomatie américaine est engagée. On va continuer à parler avec les dirigeants de tous les pays de la région et soutenir cette solution diplomatique. Goma ne tombera pas. Le président Macron a dit que Goma est menacé. On interviendra, on devra passer ou penser à une autre solution avant ou après cela. Jusqu'où la diplomatie ira avant que d'autres solutions soient envisagées? Bon, ça c'est une question pour les dirigeants de la RDC, n'est-ce pas? Nous sommes ici en tant que partenaires, en tant que pays amis. Nous voulons soutenir les solutions diplomatiques. Nous voulons renforcer les accords qui ont été déjà conclus, qui demandent le retrait des forces, qui demandent la cessez-le-feu. Donc, on va continuer dans ce sens. En tant qu'ambassadeur, j'ai appris que l'une des choses les plus importantes que je puisse faire est d'écouter. Je veux entendre ce que vous avez à partager avec moi et j'ai hâte de commencer notre conversation. C'est ce que vous disiez aux Congolais en arrivant. Qu'avez-vous déjà entendu? Bon, d'abord, j'ai appris que les Congolais vraiment ont envie d'avoir une présence américaine plus renforcée ici. Soit
le retour du corps de la paix même. Ah oui, Oui. à ce point-là? Oui. Soit les sociétés américaines. Surtout. Soit beaucoup plus d'opportunités pour apprendre l'anglais. Il y a une grande demande pour l'anglais. Aussi, ce que j'ai appris, que les Congolais, évidemment, sont vraiment inquiétés par la situation dans l'Est. Donc, c'est vraiment le thème brûlant pour beaucoup d'eux. Ma dernière question sera, quel type d'ambassadeur serez-vous? Je pense que je suis une ambassadeur qui est très discrète, mais qui aime beaucoup parler avec tous les gens, d'avoir les expériences ici qui vont me donner une idée du pays. Donc, je ne cache pas mon désir de voyager partout dans le pays, de manger tous les produits, les plats locaux, de connaître vraiment les gens et d'avoir l'opportunité surtout de parler avec la jeunesse. Vous ne serez pas comme votre prédécesseur? Comment? Plus au contact, plus africaine, changeant de nom en fonction de la position géographique où vous êtes, Oui. à l'est, au nord, au sud ou à l'ouest de la RDC. Il était très proche des Congolais, votre prédécesseur. Oui, oui. Serez-vous comme lui? Alors, chaque personne est différente. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Voilà. Madame Lucie Tamlin, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Bienvenue et merci de nous avoir accordé votre premier entretien ici à Kinshasa. Merci, Christian. Merci pour cette opportunité.